Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du transfert de Damian Lillard aux Bucks de Milwaukee. On va également vous présenter notre liste des équipes à suivre la saison qui arrive. Et sans tarder, c'est Charles que je salue. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, on a vécu un des transferts qu'on attendait le plus depuis le début de l'intersaison. Ça y est, enfin c'est fait. Damian Lillard quitte les Blazers. Il rejoint Giannis Antetokounmpo aux Bucks de Milwaukee. Comme d'habitude dans ce genre de transfert, tout le monde a réagi de façon un peu surexcitée. Ah mon Dieu, ça y est, Milwaukee, ce sont les grands favoris pour le titre la saison prochaine. J'ai pas grand-chose à dire contre ça, mais je pense que c'est un peu plus subtil que ça, t'en conviendras, et c'est pour ça que toi et moi, on va en parler aujourd'hui. Tout à fait. C'est vrai que c'est le trade qu'on attendait le plus. Évidemment, il y a aussi le cas James Harden, mais on sentait quand même que le dossier Lillard était celui qui avait le plus de chances de se dénouer avant la reprise. Alors, on a appris beaucoup de choses quand même avec la résolution de ce cas Damian Lillard. Avant de parler de Damian Lillard aux Bucks et comment ça, notre sentiment par rapport à son rôle dans cette équipe, comment il va aider Giannis Antetokounmpo et les Bucks à éventuellement retourner en finale NBA et peut-être gagner un deuxième titre comme en 2021. Avant de parler de tout ça, j'aimerais quand même qu'on parle, toi et moi, de ce qu'on a appris via les différents journalistes qui ont traité cette histoire, notamment Chris Haynes de Bleacher Report, qui a fait un article qui revient sur l'intégralité des négociations autour de Lillard. On découvre que c'était extrêmement tendu. On comprend que, en fait, Joe Cronin et les Blazers, dès le départ, se sont sentis un petit peu obligés et contraints de dealer avec le Heat de Miami, qui a été présenté par Damian Lillard et son agent Aaron Goodwin comme sa destination, comme sa seule destination voulue, souhaitée. Et c'est une chose qui n'est pas du tout bien passée du côté de Joe Cronin et des Blazers, qui se sont sentis, ils ont eu l'impression qu'on était en train de leur tordre le bras pour les forcer à faire un deal que eux voulaient pas forcément faire. Et on se rend compte que toute négociation avec Miami a été quasiment interrompue à ce moment-là. Il devait y avoir une rencontre pendant la Summer League qui n'a pas eu lieu. Et à partir de là, ça s'est très mal présenté. Il y a eu une rupture des communications entre les Blazers et le camp de Damian Lillard jusqu'à la résolution là. Il y a même eu, avant ça, la NBA qui a convoqué tout ce beau monde parce que les parties ne se parlaient plus, que Cronin ne parlait plus à Damian Lillard et à son agent. Enfin bref, on se rend compte que ça a été quand même un bordel incroyable cette histoire. Ouais, et puis que ça a été très très mal géré, parce que effectivement déjà à l'époque, quand on a appris que l'agent de Damian Lillard faisait la tournée téléphonique de tous les propriétaires de la ligue pour leur dire que s'ils essayaient de récupérer Lillard, ils ne récupéreraient qu'un joueur mécontent. Déjà à l'époque, on avait dit que c'était pas bien joué, que c'était finalement assez contre-productif, parce que mettre un couteau sous la gorge des dirigeants de Portland pour les obliger à trader Lillard vers Miami, c'était évidemment le meilleur moyen de tendre la situation et de les braquer. Ça a été immédiat. Immédiat, c'est-à-dire qu'on comprend que immédiatement, enfin si l'article de Chris Haynes est 100% véridique, parce qu'on sent quand même que toutes les informations dont il dispose viennent du camp de Damian Lillard. Hein, c'est comme ça que ça marche en NBA. C'est très orienté comme voilà, on le pointe souvent dans le podcast et je ne cesse de le dire. Quand vous découvrez des informations dans la presse, notamment la presse US auprès des reporters, c'est souvent un camp ou l'autre qui donne les informations pour qu'elles soient rendues publiques. Et là, c'est clairement Damian Lillard qui communique. Et on sent qu'il y a quand même de l'amertume. En même temps, comme tu viens de le dire, la stratégie qu'il a mis en place avec son agent était aberrante. Et ultra mauvaise. Et ça s'est totalement retourné contre eux, finalement. Et Goodwin, donc l'agent de Lillard, s'est complètement planté, parce qu'à l'époque, quand il a été interrogé sur ce comportement, il a expliqué que c'était son travail, et que son travail, c'était de tout faire pour mettre son joueur dans les meilleures dispositions, enfin, en tout cas, pour avoir toutes les chances de l'envoyer là où il voulait aller. Mais c'était pas la bonne méthode du tout. Et c'est évident que pour Joe Cronin, le general manager de Portland, ça a eu un effet extrêmement dissuasif et qu'il avait aucune intention de faciliter les choses pour répondre aux souhaits de Lillard. Et d'ailleurs, le papier de The Athletic sorti hier explique notamment que tout simplement Portland a demandé Butler ou Adebayo contre son meneur
Et donc c'est évident que ça ne pouvait pas se faire. Miami était sur un package autour de Jovic et Hero. Là, en échange, on demande Butler ou Adebayo. Il y a un écart qui est absolument colossal. Donc, bon, voilà, l'article de Chris Haynes, il est très orienté. Mais quand on prend un peu de recul, on se rend compte que dans cette situation, de toute façon, on n'est pas là pour compter les points, on n'est pas là pour savoir qui s'est le moins bien comporté dans cette histoire, qui est responsable de la situation. Ce qui est clair, c'est que il aurait fallu que le camp de Damian Lillard et le front office de Portland travaillent ensemble pour trouver une solution, plutôt que de se mettre des coups de pression et des ultimatums comme ils l'ont fait. C'est une évidence. Parce que la finalité de ce deal avec les Bucks, c'est que quand tu regardes sur le papier à quoi ça ressemble, toi, tu t'en penses quoi? Toi, tu as l'impression que la proposition du Heat était à ce point éloignée de celle des Bucks en termes de retour pour Portland? Non, il n'y a pas un écart qui est si important que ça. Non, mais pour moi, c'est vraiment purement une question de principe. Et honnêtement, on est d'accord. Quelque part, je le comprends. Enfin, c'est quelque chose qu'on a tellement souvent évoqué ces dernières années dans le podcast, le fait que de plus en plus en NBA, le pouvoir était centralisé dans les mains des joueurs. Et ben voilà. Et quelque part, là, Lillard et son camp, ils ont voulu jouer au plus malin. Ils ont perdu, et encore, ils ont pas vraiment perdu, parce que se retrouver à Milwaukee, très franchement, il y a vraiment pas trop de quoi se plaindre. Mais c'est forcément une situation qui rappelle un tout petit peu celle de Kawhi il y a quelques années, quand il demande à quitter San Antonio pour aller à Los Angeles, et qui se retrouve à Toronto, quoi. Complètement. Sauf que c'était quelque part beaucoup moins bruyant, j'ai l'impression, les coulisses, que ce qu'on vient de découvrir dans cet article de Chris Haynes. Ah bah, Kawhi est pas du genre à pleurer dans la presse, ni à faire des chansons pour régler ses comptes. Donc c'est évident que c'était moins bruyant. Ouais. C'est vrai que Damien Lillard, il nous fait bien rire avec ça. D'ailleurs, dans ce papier, il est précisé que quand Goodwin et Lillard ont compris qu'ils n'iraient pas à Miami, ils ont présenté une nouvelle liste avec Brooklyn et Milwaukee comme destination préférée. Et donc le voilà parti à Milwaukee. On comprend également de l'autre côté de la balance la déception des fans du Heat de Miami. Beaucoup de fans du Heat de Miami se sont exprimés depuis en disant beaucoup s'attaquent un peu à Pat Riley et au front office en disant que ils ont laissé passer une occasion en or de faire venir Damian Lillard. C'est sûr que tu mets Damian Lillard aux côtés de Butler et d'Adebayo tout d'un coup. Pour un finaliste, tu te dis c'est clairement le dernier élément pour passer l'ultime barrière. Oui, sauf que et donc ça sera pas et ça sera pas le cas. Non, mais je veux dire, dans tous les cas. Et ce que j'ai envie de dire là, en disant ça, c'est que on comprend que ce n'est pas le Heat quelque part qui est fautif dans cette histoire. Ben oui. C'est totalement l'erreur, la première erreur et qui a été déterminante vient du début des négociations de Goodwin et Lillard avec les Blazers. Oui, parce que si au tout début, Goodwin et Lillard avaient donné une liste de 4-5 équipes au lieu de donner une seule équipe, déjà on ne sait pas comment ça se serait passé, ça aurait pu permettre à Portland d'avoir plus de marge de négociation, peut-être qu'aujourd'hui il serait à Miami, mais surtout en fait la question qu'il faut poser aux fans du Heat qui sont foudrage, c'est mais est-ce que vous étiez prêt à trader Adebayo pour Lillard? Puisque dès lors que Joe Cronin était très clair sur le fait qu'il voulait soit Butler, soit Adebayo contre Damian Lillard, la vraie question, elle n'est pas on a loupé l'association Butler-Adebayo-Lillard. La vraie question, c'est est-ce que vous étiez prêt à céder Adebayo pour Damian Lillard? C'est ça aujourd'hui la situation. Je pense que ce que les fans du Heat espéraient, c'est que de faire comme les Bucks ont fait avec les Suns, c'est-à-dire ramener une troisième équipe dans l'histoire et réussir à rediriger les éventuelles pièces dont Portland ne voulait pas ou transformer Tyler Hero pour un nouveau pick de draft qui serait redirigé vers Portland. Enfin bref, je pense qu'ils imaginaient un deal avec plusieurs équipes. Joe Cronin qui demande au Heat d'insérer Adebayo ou Butler, je vais le dire tout net, c'est un doigt d'honneur. Mais bien sûr, c'est aux négociations, c'est dire, ok, tu me donnes Butler, non, tu me donnes Adebayo, non, allez, salut, au revoir.
Mais bien sûr, mais c'est purement dissuasif. Mais s'il avait suffi d'ajouter une troisième équipe pour que le trade se fasse sans Butler ou Adebayo, ça serait déjà fait en Ah mais bien réalité. sûr, ah mais Parce bien que sûr. on a appris que en réalité, les Suns, ça fait depuis la mi-juillet qu'ils attendent que le trade de Lillard soit monté pour pouvoir s'y greffer en tant que troisième équipe. Donc en réalité, ils auraient tout à fait pu le faire. Mais juste pour Joe Cronin et pour le front office de Portland, et je le comprends, vu le coup de pression qu'a voulu mettre Goodwin, c'était vraiment purement une question de principe, quoi. Parce que dans l'article, et je vais en terminer sur cet article de Chris Haynes, qui est quand même une mine d'informations Ah incroyable, oui, très euh, intéressant. on apprend quand même que Damian Lillard pointe du doigt, texto, hein, le fait que Portland lui a demandé à la fin de la saison dernière de ne pas jouer les matchs pour être le mieux placé possible à la draft. Et ça, c'est pas une petite accusation. C'est pas, dis donc, ils ont été méchants les Blazers. Non, 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 non. Dire ça, c'est clairement pointer du doigt à la NBA le fait que on lui a demandé de faire quelque chose qui est considéré entre guillemets comme quasiment illégal, même si je ne sais pas quel genre de punition ou d'amende pourra être infligée à Portland. Ça sera à suivre à la limite, voir si ça va être traité ou pas par la NBA, cette information qui est dévoilée par Damian Lillard. Mais j'ai envie de dire, j'ai l'impression, quand je regarde aujourd'hui ce transfert de Damian Lillard aux Bucks, que ni Damian Lillard et son agent, ni les Blazers, ni le Heat, toutes ces parties-là qui étaient les premières concernées au début de l'intersaison, quand les négociations ont commencé, aucun sort grandi de cette histoire, en fait. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Bah, à la limite, enfin oui, non, c'est sûr. Personne ne sort grandi cette histoire. En fait, à la limite, ceux qui en sortent grandis, c'est ceux qui en ont profité, quoi. C'est les Bucks, tu vois. C'est à peu près les seuls. Mais sinon, effectivement, du côté Portland-Lillard, c'est très compliqué. Moi, il y a un autre élément sur lequel je veux revenir rapidement sur l'interview, Mm-hmm. parce que je sais que ça a beaucoup fait réagir certains fans de Portland. C'est le fait que, se rendant compte que Ah oui, le trade à Miami ne serait pas et possible, c'est énorme. Lillard a eu le culot de dire à Portland, bon, bah, on annule tout, je reviens. Et certains fans de Portland prennent extrêmement mal le fait que Joe Cronin ait répondu bah non, c'est hors de question que tu reviennes. Mm. Mais c'est tellement normal. Enfin, je sais pas si on se rend compte que Portland, ça fait des semaines et des semaines qu'ils travaillent sur leur reconstruction, qui savent que la page Lillard elle est tournée, qu'elle est terminée, qu'ils ont recruté, qu'ils ont pris un mec comme Scoot Anderson dont ils ont forcément, à qui ils ont forcément fait des promesses en termes de responsabilité, de rôle, de minutes, qu'ils ont pensé un effectif, qu'on soit convaincu par l'effectif ou pas, sans Damian Lillard, et c'est mais tellement logique qu'ils lui disent non au moment où le mec dit ah bon bah en fait je reviens parce que tu comprends j'ai pas envie de me retrouver dans un endroit où j'ai pas envie d'être. Enfin, c'est absolument hallucinant et honnêtement moi je suis de base j'aime beaucoup Damian Lillard, j'adore la mentalité de ce mec là et tout. Je trouve que c'est scandaleux qu'il se soit permis de dire bon bah les gars tant pis on annule tout je reviens. C'est dingue et c'est tellement compréhensible que Joe Cronin ait dit non. Enfin, vraiment, pour le coup, là, je comprends pas du tout les fans de Portland qui prennent ça mal. Vraiment, c'est une énigme pour moi. Et je suis complètement d'accord. C'est un manque total De respect. ouais, en fait, t'arrives pas à comprendre ce qui se passe, quoi. Ah ouais, C'est-à-dire que là, si t'en es à dire, ah bah finalement, je pourrais peut-être revenir, mais c'est dingue. t'as pas Enfin, compris l'ambiance, t'as pas compris l'ambiance de la salle, en fait. non, et puis même, on n'est pas en Donc, train de jouer à NBA 2K, là. Enfin, ah une ouais. saison, ça se pense des semaines et des semaines en amont. Ça peut pas, enfin, ça peut pas fonctionner comme ça. Et puis, ça fait quand même un moment maintenant que ça traîne cette histoire de Mais Lillard. oui. Je pense que tout le monde chez les Blazers était épuisé par le fait de gérer cette situation de Damian Lillard. Damian Lillard, dans cet article de Chris Haynes, on voit qu'il essaye il essaye à la fois de se faire passer, pas pour une victime, parce que ça serait un mot un peu trop fort, mais Non, mais il se donne le bon il rôle. se donne le bon rôle, le Ah ouais, rôle du ouais. mec compréhensif, à qui on n'a pas communiqué les informations clairement, et que bah, il a essayé de faire du mieux qu'il pouvait pour que ça se passe bien et tout ça. Bon. Franchement, j'ai très hâte que toute cette histoire soit derrière nous Ouais, et moi qu'on j'ai hâte de puisse voir le premier Portland Milwaukee aussi, je voilà, t'avoue. faire ce qu'on va faire, c'est-à-dire parler de Lillard aux Bucks. Juste un dernier mot, j'aimerais avoir un dernier mot quand même sur le Heat. Je Chaud. comprends la déception de Miami. Miami a été quelque part à fond
sur le cas Damien Lillard. Trop Trop, puisque dans l'attente que cette affaire soit résolue, ils ont été obligés de laisser passer énormément de free agents. Ils n'ont pas pu re-signer, négocier, dealer, faire tout ce qu'ils auraient pu faire entre-temps pour construire un effectif digne de ce nom. Ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Clairement, le fait d'avoir attendu Damien Lillard, ça vient de leur exploser au visage. Et là, ils se retrouvent un peu le pantalon sur les chevilles. Et puis, va falloir trouver un moyen de relancer la saison à venir, alors qu'ils sortent de finale NBA quand même. Bon, je veux bien comprendre la déception. Maintenant, il y a des choses, des coups à faire à mon avis. J'ai assez vu le Heat et le front office du Heat réussir des coups de maître, et même des trucs dont je soupçonnais même pas le génie à l'époque. Je veux dire, qui aurait pu croire, par exemple, que Gabe Vincent et Max Strus allaient devenir des pièces maîtresses, ou Caleb Martin allaient devenir les pièces maîtresses d'une équipe qui allait en finale NBA. Bon. Le Heat sait identifier des joueurs de ce type-là. Il y a des coups à jouer sur le marché des agents libres et ainsi de suite. Il y a le Jrue Holiday peut éventuellement être disponible pour eux. Enfin, encore dealer avec Portland, donc j'ai envie de dire que ça sent pas forcément bon, mais il y a encore des choses à faire. En tout cas, personnellement, j'irai pas enterrer le Heat trop rapidement. J'ai hâte de voir. Dire que c'est un échec ce cas Lillard, oui, je suis d'accord. Enterrer le Heat pour la saison à venir, moi je dis patience. Non, attention, patience. Parce qu'il y a encore des trucs qu'ils peuvent faire. Et j'ai vu un article de Kevin O'Connor sur The Ringer qui disait depuis 2019 et l'acquisition de Jimmy Butler, le Heat a échoué à faire venir Chris Paul, Zach LaVine, James Harden, Donovan Mitchell, Kyrie Irving et Bradley Beal, et maintenant Damian Lillard. Waouh! Excusez-moi, mais quand je lis ça, je suis absolument pas d'accord sur ce bilan. Le Heat, ils ont participé à 2 finales NBA en 2020 et en 2023. Ils ont fait une finale de conférence où ils ont failli sortir les Celtics, qui finalement sont allés en finale en 2022 face aux Warriors. S'il y a une équipe à l'Est qui a obtenu des résultats ces 5 dernières saisons, et qu'on peut jamais enterrer. Voilà. Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais effectivement. S'il y a une équipe qui a réussi à défier tous les pronostics et sportivement sur le terrain à démontrer sa qualité, c'est le Heat de Miami. Donc, me présenter les 5 dernières années du Heat comme étant un échec parce qu'ils n'ont pas réussi à faire venir Kyrie Irving et James Harden, stop, quoi. Stop. Ça, moi, c'est un argument qui pour moi est irrecevable, sportivement parlant. Mais de toute façon, c'est beaucoup trop tôt pour les enterrer, parce que comme tu l'as dit, on sait très bien qu'ils sont capables au dernier moment de réaliser des superbes coups. Ce qu'on peut quand même dire, effectivement, c'est que à l'instant T, leur effectif est indigne de leur statut de finaliste sortant, et qu'ils ont quand même fait une erreur, c'est d'avoir à ce point-là focalisé sur Damian Lillard. C'est le jeu, ils étaient obligés de le faire. Ils pouvaient pas faire autrement parce que n'importe quel transfert d'assets qu'ils faisaient entre-temps pouvait compromettre le trade de Lillard. Tout à fait, non mais c'est ça, c'est qu'ils ont fait ce choix-là de mettre tous leurs œufs dans le même panier. C'était un choix qui était risqué, sur lequel à l'instant T, force est de constater qu'ils sont perdants. Maintenant, effectivement, ça ne présage en rien de la suite, et ça ne veut pas dire, effectivement, qu'ils vont pas réussir à récupérer des joueurs intéressants, et puis surtout qu'ils vont pas nous sortir de n'importe où, des joueurs qu'on n'a absolument pas vu venir, et qui vont réaliser des saisons totalement inattendues. Donc ça, c'est clair que enterrer le Heat, de toute façon, c'est un risque qu'on ne prendra, je pense, plus avant quelques mois, parce qu'ils nous ont tellement surpris pendant les derniers playoffs qu'on va pas retomber dans les mêmes erreurs, mais bon, c'est clair que dans le rêve non seulement des fans du Heat, mais aussi des propriétaires du front office, etc., cette saison, elle devait démarrer avec Lillard à la main, ça c'est une évidence. C'est sûr, mais ça, c'est l'histoire de la NBA nous apprend que ça se passe pas toujours comme tu l'as prévu, et que parfois, les choses, le scénario prend une tournure que tu n'avais pas attendue. Et Pat Riley, tu penses bien que Pat Riley, il en a vu d'autres. Mais oui, évidemment. Et que il est déjà en train de penser à son prochain coup. Et encore une fois, si demain le Heat fait venir Jrue Holiday, c'est fort.
on en parlera dans ce podcast, ça c'est sûr. Ouais, ça va être une Mais équipe voilà, beaucoup plus pénible que ce qu'elle est déjà. quand tu vois la conférence Est aujourd'hui, les Sixers, c'est le chaos le plus total. On est à se demander si Embiid va pas donner son transfert demain matin. James Harden n'arrête pas d'envoyer des scuds à l'organisation, à Daryl Morey, et il a déjà dit qu'il ne viendrait pas au training camp. Donc merci, mais merci, au revoir, Philadelphie. Bon, voilà, c'est le chaos, quoi. Les Celtics, on va en parler. Il y a énormément de points d'interrogation. Et maintenant, on va parler des Bucks. Enfin, Damian Lillard aux Bucks. Sur le papier, c'est absolument formidable. Ils ont jamais eu un joueur aussi fort offensivement dans leur effectif, dans l'ère Giannis Antetokounmpo à Milwaukee. L'attaque a toujours été un problème à Milwaukee depuis plusieurs années. Ça les a pas empêchés de gagner le titre en 2021. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent avec un joueur absolument létal offensivement, qui devrait régler énormément de leurs soucis offensifs, quasiment à lui tout seul. Damian Lillard est aussi fort que ça. Ouais. Maintenant, ce deal n'est pas sans poser des questions. Défensivement, ils perdent énormément en remplaçant Lillard, en mettant Lillard à la place de Drew Holiday. Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo sont derrière, vont assurer la protection du cercle, ce qui est idéal, hein, j'ai envie de dire, pour compenser ça. Mais il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Il y a aussi la profondeur du banc. Aujourd'hui, Brook Lopez qui aura 36 ans en avril, Giannis Antetokounmpo qui est dans la pleine force de l'âge, et Damian Lillard vont être forcés de jouer quand même beaucoup de minutes potentiellement. Ils ont un coach rookie en la personne d'Adrian Griffin, donc où on ne sait pas quels sont ses schémas offensifs, on ne connaît pas ses schémas défensifs. Je rappelle qu'il était coordinateur de la défense de Toronto auparavant, donc défensivement ça devrait tenir la route. Et je te laisse parler après ça, mais Milwaukee, depuis plusieurs saisons aujourd'hui, se termine toujours numéro 1 ou numéro 2, enfin du moins dans le top 3 de la conférence Est. Ça n'a jamais garanti quoi que ce soit en play-off. Voilà, donc demain, Milwaukee termine avec 62 victoires à la fin de la saison régulière. C'est cool, mais je vais pas être impressionné pour autant. Il faudra que je les vois en play-off, je suis désolé. Oui, non, mais c'est ça, en fait, la saison régulière des Bucks, il faut surtout qu'elle nous montre des signes rassurants, notamment, par exemple, l'état de Middleton. Quel Middleton on va avoir cette saison. Non, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Milwaukee a eu une super réaction, parce qu'on le sait, ces dernières semaines, le camp de Giannis Antetokounmpo avait quand même mis plusieurs coups de pression. On sentait que le départ... il a pas tourné autour du pot, Giannis. Ah non, c'est clairement clair. dit. Si vous jouez pas le titre, ciao, bye bye, je m'en vais, quoi. Il a été ultra cash, il a été très honnête, et la réaction a été très rapide, et franchement, c'est un geste fort. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que Lillard va tout à fait jouer le jeu à fond, que la déception de ne pas être à Miami s'est évacuée à la seconde même où il sait qu'il a une possibilité de jouer le titre à 33 ans. Donc, voilà, moi je trouve ça bien qu'ils aient su réagir rapidement pour prouver à leur franchise player qui comptait bien continuer à lui offrir des équipes capables d'aller au titre, et ils n'ont pas hésité à prendre des décisions fortes, parce que le départ de Drew Holiday, c'est pas anodin du tout, c'est un membre qui est extrêmement important de l'équipe qui est sacrée en 2021, c'est un coéquipier qui était ultra important pour Giannis, et d'ailleurs il y a quelques semaines, Bobby Marks avait dit que la présence de Drew Holiday sur le long terme à Milwaukee était très importante pour conserver Giannis. Et d'ailleurs, Milwaukee n'aurait pas concerté avec Giannis Antetokounmpo pour le transfert de Damian Lillard, justement pour ne pas qu'il ait d'implication personnelle de dire oui, je veux que Drew s'en aille, quoi. Ouais, exactement. Et mais en même temps, tu peux pas non plus critiquer le trade, parce que l'occasion, Lillard, elle justifie forcément le fait d'avoir fait ça. Et d'ailleurs, Giannis s'est exprimé après le trade, il a rendu un très bel hommage à Drew Holiday. Bon voilà, tu sens bien qu'il est quand même très partagé entre la tristesse de le perdre et le bonheur de voir débarquer un joueur du calibre de Lillard. Et c'est très bien qu'il ait fait cette prise de parole-là, parce qu'il faut pas oublier tout ce que Drew Holiday a fait sur les 3 saisons qu'il a passé à Milwaukee, où c'est devenu par la force des choses et en raison des blessures de Middleton le principal lieutenant de Giannis. Et il était arrivé aussi après un coup de pression de Giannis Antetokounmpo. Tout à fait. En 2020, c'était Eric Bledsoe qui était dans l'échange. Ouais. Et ils sont allés gagner le titre.
Et Donc, oui, non mais c'est ça. Donc honnêtement, son passage au sein de la franchise, il est extrêmement marquant. Je trouve ça très très bien qu'ils aient pris le temps de lui rendre hommage. Bon, à voir la suite pour Holiday, on l'a dit, a priori les Blazers vont pas le garder. Quasiment tous les candidats au titre sont intéressés par ce mec-là, et ça en dit très très long sur ses qualités. Mais bon, moi, ça m'intéresse forcément, cette association entre Lillard et Giannis. C'est clair, tu ça va l'as être dit. énorme. Bah, en fait, c'est surtout, ouais, tu l'as dit, il répond tellement aux besoins de Milwaukee. Combien de fois ces dernières années on les a vus galérer offensivement? Combien de C'est matchs de clair. playoffs on les a vus où dans le quatrième quart-temps, ils avaient que 3 ou 4 points de retard sur leur adversaire, mais t'avais l'impression que c'était un océan tellement ils Ouais. galéraient à marquer. En 2021, quand ils gagnent le titre, je sais pas si tu te souviens de cette série face à Brooklyn, Ouais. qui se joue en 7 matchs, il me semble. Mais et c'était la lutte incroyable pour marquer des points. C'était horrible. Ah oui, oui, non, mais enfin vraiment, effectivement, cette équipe des Bucks, on a souvent eu cette impression où c'est, ouais, c'est Mhm. laborieux, C'est ça. bon, bah là, avec un mec comme ça, je veux dire, enfin, tu l'as dit, Giannis n'a jamais eu un joueur aussi fort offensivement à côté de lui. Alors déjà, ça va lui offrir des espaces. Le pick and roll entre les deux, ça va être une galère à défendre. Dans le money time, mais Damian Lillard dans le money time, mais Ouais. oh là 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 là, Daniel Lillard sort peut-être de sa meilleure saison offensive mais oui. de toute sa carrière et peut-être c'est une des saisons historiques, je crois, offensivement. Et Il on nous a sait que pondu l'an dernier, quoi. Et on sait que c'est un des scoreurs les plus clutch de la ligue en plus. Enfin, tu vois, Ouais. c'est. Donc, bon, voilà, c'est forcément hyper intriguant, d'autant plus qu'en fait, il arrive dans un collectif qui est assez rodé, parce que mine de rien, avant ce trade, Milwaukee avait été très sage sur le marché. Ils ont misé à fond sur la continuité, mis à part le coaching staff, sinon t'as la prolongation de Middleton. Il y a Robin Lopez qui est arrivé, mais enfin bon, c'est vraiment à la marge. Bon, moi je trouve que c'est hyper intéressant. C'est une équipe qui a à cœur de se faire pardonner après cette élimination dégueulasse au premier tour des playoffs contre Miami. Donc, ouais, moi je trouve ça intéressant parce que je trouve vraiment que depuis le titre de 2021, la dynamique c'est celle d'une énorme perte de régime pour Milwaukee. En 2022, ils font demi-finale. La saison dernière, ils font premier tour. Là, il y a vraiment la volonté de donner un second souffle tout en conservant l'essentiel de l'effectif. Donc, ouais, je trouve que c'est intéressant. Et puis vraiment, surtout, j'insiste là-dessus, mais ça répond énormément à leurs besoins. La saison dernière, Milwaukee, c'était quelque chose comme la 15e attaque de la ligue, tu vois. Donc, Mais complètement. donc voilà, c'était ça, leur vraie grosse marge de progression, c'était l'attaque, et Lillard répond parfaitement à ça. Parmi les grosses questions qui sont les miennes concernant les Bucks, c'est Chris Middleton, comme tu Bah l'as dit oui. tout à l'heure. Est-ce qu'il a vraiment perdu est-ce qu'il a vraiment perdu dans son premier pas la demi-seconde qui lui permettait de faire la différence face aux défenses? Comment ça se passe pour lui? J'ai hâte de voir ça, je t'avoue. Après, J'ai hâte. l'avantage, c'est que là, on va moins lui en demander en attaque à Middleton, tu vois. Ça, c'est sûr. Il va pouvoir peut-être se concentrer un peu plus sur d'autres aspects du jeu. Ouais. Et j'ai hâte de voir. De toute façon, Adrian Griffin a un chantier de dingue devant lui. Euh, et franchement, ça va être très intéressant de voir comment il va mettre ça en place. Pat Connaughton, tu sais très bien que c'est un joueur que j'adore et je suis sûr qu'il sera solide. Jake Crowder, qui pour le coup, l'an dernier n'a quasiment pas joué après avoir été ramené de Phoenix. Voilà, Jake Crowder, est-ce qu'il est cramé, est-ce qu'il a encore le jus nécessaire pour apporter ce qu'il apportait, notamment quand Phoenix est allé en finale, qu'ils ont perdu en finale face aux Bucks. Bobby Portis, j'ai pas trop de soucis à me faire là-dessus. Le recrutement de Malik Beasley, j'ai hâte de voir ce que ça va se passer. Le développement de Marshawn Beauchamp, pareil, c'est très intriguant pour moi, mais j'ai l'impression que c'était un peu trop tôt pour lui demander de lui demander trop sur le terrain. La perte de Javon Carter pour moi du côté des Bucks vient s'ajouter vraiment à la fonte défensive des Bucks sur le périmètre notamment. Carter et Holiday qui partent, c'est quand même beaucoup de défense en moins du côté des Bucks. Donc j'ai hâte de voir l'impact que ça va avoir, comment l'équilibrage entre l'attaque et la défense va se faire. Parce qu'auparavant, c'était une équipe élite défensive, moyenne offensive. Ça les empêchait pas d'être efficaces, bien que ça leur apportait pour préjudice dans de nombreuses campagnes de playoffs. Là, on va voir. Est-ce que offensivement, Lillard va vraiment les projeter dans le top 5, voire top 3 de la ligue?
Est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Et est-ce que les Bucks peuvent être dans le rêve ultime des fans de Milwaukee? Est-ce que les Bucks peuvent être top 5 offensif-défensif cette saison, quoi? C'est la question. Alors, moi, juste pour le cas de Jay Crowder, moi, je pense que Jay Crowder va avoir un rôle cette saison. On sait qu'à la fin de la saison dernière, il a un peu gueulé dans la presse en disant qu'il comprenait pas pourquoi il l'avait fait venir si c'était pas pour l'utiliser. Pour moi, s'ils l'ont conservé dans l'effectif, après cette déclaration-là, c'est très clairement qu'ils lui ont donné une forme de garantie sur le temps de jeu et sur son rôle. Donc ça, j'ai envie d'y croire. Après, pour le reste, je partage tes interrogations. Effectivement, ils ont perdu défensivement, ils ont gagné offensivement. Maintenant, la question, ça va être de l'équilibre qu'ils vont être capables de trouver. Ça, c'est clair que ça sera la clé de leur saison. Et puis elle est vieille, cette équipe, on va pas se mentir. Comme je disais tout à l'heure, Brook Lopez va avoir 36 ans en avril. À part Giannis qui est dans le prime de son prime, Chris Middleton, il a 32 ans et il a eu quelques blessures. Enfin, il a tendance à quand même se blesser pas mal de fois. Ouais. Tout au long de sa carrière, c'est quand même pareil. C'est un truc qu'il faut pas laisser de côté. Ça peut être très problématique pour Milwaukee. Damian Lillard, comme je viens de le dire, il a 33 ans. Il sort de peut-être sa meilleure saison offensive de toute sa carrière. Mais voilà. À ton avis, ils ont combien de temps, les Bucks? Pour moi, ils ont 2 ans. Ils ont cette saison et la saison prochaine. Après, ça va commencer à devenir compliqué, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. 2 ans, ça me semble effectivement assez cohérent. Ouais. Parce qu'après, ils ont plus rien. Ils ont vendu la baraque, quoi. Ils ont fait une hypothèque, quoi. Ah, mais c'est clair. Il y a plus rien derrière. C'est-à-dire que soit dans les 2 ans, ça gagne, soit après. Enfin, je dis pas que derrière, ça se passera forcément mal, mais de toute façon, c'est impossible de savoir ce qui se passera dans 3 ans. Ouais, en NBA, tu peux déjà pas te projeter à 12 mois. Alors, on va pas jouer les Madame Irma plus longtemps que ça. Mais... Non, mais effectivement, ils ont une moyenne d'âge qui est élevée. Après, on en a vu des champions NBA, des équipes NBA âgées. Et ça, ce serait quand même pas la première fois. Il faut de l'expérience. Oui, non, mais c'est ça. Et... Écoute, on va voir. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, c'est clair que c'est intéressant et que la réaction du front office des Bucks au petit coup de pression du camp Giannis a été à la fois rapide et à la fois très convaincante, quoi. Sur le papier, le duo Lillard et Antetokounmpo, qu'on soit bien clair, c'est ce qu'on aurait dû dire depuis le départ, hein, il est incroyable. Il est exceptionnel. Ah ouais, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que tu veux créer le one-two punch le plus terrorisant de toute la ligue, tu mets Lillard et Antetokounmpo dans un pick and roll. Je pense, avec Jokic et Jamal Murray, c'est potentiellement le duo le plus effrayant qui soit de toute la ligue, quoi. Ouais, en tout cas, ça fait très clairement partie, effectivement, des combinaisons où tu te dis, mais comment je gère ça, quoi. C'est un bon podcast à faire, les duos les plus effrayants de la ligue. On va le faire cette saison, ça. Ok. Je pense que c'est un truc qui est assez marrant à faire. Oui, ça peut être sympa, ouais. Puisque c'est avec la nouvelle convention collective, c'est la nouvelle tendance, les duos. Ça sera Austin Reeves et LeBron James, de toute façon. Mais il y a une équipe qu'on n'a rien à faire des duos. Eux, ils se disent, on en a rien à péter. Les limites financières. Au diable, les limites financières. C'est les Suns. On va parler des Suns parce qu'il faut qu'on enchaîne. On a d'autres équipes. On a quoi? 7 autres équipes dont on doit parler, Charlie. On va passer. Oui. Ouais, ça va faire beaucoup. On va passer en revue rapidement ça. On va parler des Suns. Les Suns qui se sont greffés à ce deal, qui ont récupéré Yusuf Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little et Keon Johnson. Ça va probablement leur demander de sacrifier d'autres joueurs parce que pour l'instant, leur effectif, il a 17 joueurs. C'est pas possible. Logiquement, t'en as 15. Donc, probablement Ish Wainwright et Jordan Goodwin, que j'aimais bien pour les Suns, ce mec-là, vont sûrement sauter parce que leurs contrats sont pas garantis ou sont que partiellement garantis. Je crois qu'ils sont pas garantis du tout. Bref. Donc voilà, les Suns, ils ont plongé dans cette histoire. Ils ont fait partir DeAndre Ayton. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis content que DeAndre Ayton quitte ce navire où il était clairement plus désiré. Voilà, il n'y a plus personne qui voulait de DeAndre Ayton. C'est ce qu'a dit Zaglo récemment d'ailleurs dans son podcast. Il a expliqué que au-delà de sa brouille avec Monty Williams, beaucoup de gens dans l'organisation même des Suns n'appréciaient pas vraiment Ayton et Ayton le sentait. Donc je suis content qu'il aille ailleurs dans une situation qui est potentiellement meilleure pour lui. Personnellement, je me gratte la tête. J'ai hâte de voir les Suns sur le terrain. J'ai très très hâte parce que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une compilation de joueurs
il compile des trucs et je me pose énormément de questions sur la pertinence de tout ça. Notamment, alors, Yusuf Nurkic à la place de DeAndre Ayton, je comprends, enfin, je pense que les fans des Suns vont comprendre la douleur de remplacer Ayton par Nurkic, quoi. Non, Nurkic par Ayton, non, voilà. Ayton par Nurkic. Nurkic, il est tout le temps blessé. Défensivement, c'est quand même douloureux. Ouais, mais au moins, il se cache pas. Non, il se cache pas, non. Il peut pas se cacher. Ayton, il se cachait, tu vois. Franchement, Ok. Ayton, parfois, il se cachait vraiment, quoi. Et donc, t'en penses quoi de cette équipe des Suns, Charlie? Alors moi déjà, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que Goodwin soit coupé. Pour moi, il va rester parce que je pense que c'est un des seuls vrais meneurs créateurs de cet effectif. Donc je pense que s'il le coupe, mais c'est aberrant, Ouais. quoi. Il va falloir qu'il coupe un mec dont Oui, oui, la mais je partie pense du que contrat est lui garantie. va passer au travers. Écoute, Ils ont aussi fait une décision financière, hein, Phoenix, qu'on soit bien d'accord. oui, Faire partie d'Andre Ayton, ça leur permet de sauver des millions de dollars sur le long terme d'un point de vue financier. écoute, moi je vais être franc avec toi, Ayton il m'énervait, enfin moi j'en avais marre Ok. d'Ayton, j'en pouvais plus de ses déclarations, enfin genre entre tout le monde me déteste qu'il a lâché en juillet, les petites phrases après chaque match de Coupe du Monde où il expliquait que vraiment c'était trop le bonheur, parce que là il avait des super coéquipiers, sous-entendu à Phoenix c'est l'enfer et mes coéquipiers sont horribles, ça m'énervait. J'aurais quand même été curieux de voir ce que Frank Vogel aurait fait de lui, parce que moi je pense vraiment que Frank Vogel est un des coachs en NBA qui gère le mieux les bigs et qui sait le mieux utiliser ses pivots. D'ailleurs, il avait dit qu'il était plutôt enthousiaste à l'idée de travailler avec Ayton. Oui, mais alors ça aussi ça m'énerve. En ce moment, la NBA, il y a trop de trucs qui m'énervent. Vogel récemment, il a fait une interview où il a Ouais. parlé de Vogel en étant super élogieux sur son été, sur machin et tout. Non, Dayton. Oui, Dayton, pardon. Oui. Parce que, Et résultat, en fait, on a appris hier que le trade, il était monté depuis le mois de juillet, en fait. Et que Phoenix attendait seulement de savoir avec qui Portland allait dealer Lillard pour s'y greffer. Donc, comme ah bah quoi, vraiment... c'est du business. Hein. Ah ouais, c'est vraiment de la com à Ah, 10 c'est 000 du %. gros business, la NBA. Hein. Mais bon, écoute, moi, ce qui me fascine avec Phoenix, c'est de se dire qu'en fait, ils étaient finalistes en 2021. 2021, c'est il y a 2 ans. Et en fait, de cette équipe finaliste en 2021, il n'y a plus que Booker, quoi. C'est incroyable. C'est dingue. Je veux dire, a priori, quand tu fais une finale NBA, l'idée, c'est plutôt de capitaliser là-dessus, de construire sur cette base-là. Là, 2 ans après, c'est quasiment table rase. Alors, ok, les deux campagnes précédentes ont été des échecs. Enfin, des échecs entre guillemets. C'est quand même des demi-finales de conférence contre Dallas, puis contre les Nuggets. Oui, puis alors, les Nuggets, je veux dire, Kevin Durant avait joué 8 matchs avec Et l'équipe oui, avant de débarquer mais en tout à fait. playoff, quoi. Donc, bon. Donc, bon, là, en tout cas, ils sont dans une situation où c'est le titre ou rien, vu l'effectif, vu les choix qui ont été faits. Donc forcément, la question, ça va être l'équilibre de cet effectif. Qu'est-ce que ça va donner défensivement? Qu'est-ce que ça va donner à la main? Complètement. On l'avait évoqué au moment du trade de Bill, toi et moi, on pensait que ce serait plutôt Booker qui serait responsabilisé à la main, parce qu'il a déjà dû occuper ce rôle dans sa carrière. On sait qu'il a un très grand talent à la création et que quand Chris Paul était absent, c'était très souvent Booker qui prenait sa place. Mais finalement, a priori, ça va plutôt être Bradley Beal, de ce qu'on comprend. Donc, Je pense que ça va être un truc commun de tout. oui, C'est ce que tu viens de dire. Cette équipe n'a pas de profil défensif à proprement parler dans son effectif. Enfin, il y a pas de profil défensif, de joueur au profil défensif ah oui, non, c'est clair. clairement identifié. Et il n'y a pas de meneur type. Non, il y en Le a pas meneur du tout. classique, il n'y en a pas du tout. Non, mais Donc, cette expérience que sont en train de tenter les Suns, là, me sidère. Et je suis, mais, ultra curieux de voir ce que ça va donner. moi aussi. Je me pose 10 000 questions sur comment ils vont, comment ils vont gérer les tickets shoot, la hiérarchie va s'organiser sur le terrain, comment tout ce mishmash de joueurs là va prendre corps. Parce que Ouais, mais... faut le construire le collectif. Hein. Enfin, je veux dire, c'est bien d'avoir des stars et du talent, mais Oui, mais tu à vois, un moi, moment, faut être une équipe aussi, quoi. c'est aussi pour ça que moi, je pensais que ce serait Booker, tu vois, qui serait aligné poste 1, parce que je me disais que s'il y en a quand même bien un Tout à fait. dans ce trio-là, tu vois, qui peut un peu... qui peut être un peu responsable de distribuer, d'accorder entre guillemets les tickets shoot, etc. Ça aurait pu être lui. Dans l'absolu, on se doute bien que les responsabilités à la création, elles vont être partagées entre Bill Booker et Durant. Ces trois-là ont la capacité de porter la balle et d'organiser le jeu. Bon, quelque part, ça me fait un tout petit peu plaisir en fait que
que Booker soit maintenu à son poste, c'est aussi une manière de dire que c'est son équipe, c'est lui qui est dans la meilleure position, enfin dans sa meilleure position, et c'est très compréhensible parce que Devin Booker, c'est l'élite des arrières de la ligue. Euh, Là, les playoffs qu'il a fait la saison dernière étaient absolument monstrueux. Il me semble qu'il termine la campagne de playoffs à quelque chose comme 33 points par match, à 60% au shoot, 50% à 3 points. Enfin, le mec marchait sur l'eau et plus que ça. Il marchait sur l'eau et sur ses adversaires. Donc, quelque part, je trouve ça un peu rassurant, tu vois, qu'il soit conforté à son poste. C'est un peu aussi une manière de dire, bah, malgré tout, ça reste ton équipe. Mais évidemment que c'est extrêmement intriguant, et évidemment qu'on attend de voir comment ça va se passer. Bah, C'est trop dur de se projeter sur cette équipe. ça me semble être un pari offensif incroyable. Ah ouais. Clairement, enfin, je vois pas comment on peut voir ça autrement. Sinon, je veux bien qu'on vienne m'expliquer, mais cette équipe, en fait, j'ai l'impression fait le pari de dire, on a une telle puissance offensive que on arrivera toujours à marquer plus de points que l'adversaire. Après, il y a quand même, défensivement, il y a des mecs qui savent faire, tu vois, Oui, qui peuvent faire. Après, oui, est-ce qu'ils le bien font? sûr. Mais on sait très bien que Kevin Durant, quand il le veut, c'est un excellent Bien défenseur. On a sûr. vu que Booker ne se cachait en playoff absolument pas en défense. Donc, mais bon, enfin, c'est impossible de se projeter là-dessus. C'est même impossible de se projeter sur quel sera leur jeu. Si tu veux, il y a un côté qui est tellement protéiforme, tu vois. Enfin, ouais, on peut pas deviner ce qui va se passer. Franchement, c'est trop compliqué, quoi. C'est trop compliqué. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont un coach qui excelle quand il s'agit de mettre en place une défense collective. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est rassurant, on va dire, pour les fans de Phoenix. Ah bah ouais. Et j'ai envie de dire, l'arrivée de Matisse Billa à la tête de cette équipe en tant que propriétaire, waouh. Ouais, Le mec, waouh. j'ai rarement vu un nouveau proprio arriver et dynamiter le truc en aussi peu de temps, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et faire fi de toutes les règles financières que la ligue essaye d'imposer entre temps, quoi. Voilà. Vraiment à suivre, Phoenix. On va parler des Celtics de Boston, encore une fois, une des équipes qui fait partie des contenders à l'Est. Ils sont pas beaucoup, hein, finalement, si tu regardes. C'est Philadelphie, gros point d'interrogation. Les Bucks, clairement numéro 1. Les Celtics, si les Bucks sont 1A, les Celtics sont 1B, peut-être. Je sais pas. Moi, je fais pas partie des enthousiastes concernant Boston, le fait de faire venir Kristaps Porzingis, même si là, manifestement, il se serait remis de sa blessure à la voûte plantaire, aurait recommencé les entraînements et joue sans douleur. Il y a eu le cas de Malcolm Brogdon aussi, qui était assez contrarié d'avoir été mis dans les discussions de transfert cet été, mais qui finalement, selon Brad Stevens, a compris que c'était un deal, qu'ils avaient tenté de faire, ça a capoté, ouais. Et que maintenant il est à Boston et que tout d'un coup il serait à nouveau excité de faire partie de l'opération. La partie importante dans ta phrase, c'est selon Brad Stevens quand même. Hein. Voilà, exactement. Grant Williams est parti, Marcus Smart est parti, Mike Muscala est parti. Il y a d'autres gars qui sont... Danilo Gallinari, de toute façon, il n'a jamais joué, donc il est parti aussi. Ils ont filé un contrat majestueux à Jaylen Brown, qui est le joueur le plus grassement payé désormais. Enfin, il a enregistré le contrat le plus volumineux de l'histoire jusqu'à maintenant. Enfin, ça c'est voué à ne plus être le cas bientôt. Bref, les Celtics, Charlie, pourquoi tu as envie de les suivre? Parce que je trouve qu'ils ont pris un vrai risque cet été. Pour moi, le départ de Marcus Smart, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Je pense qu'il incarnait quelque chose de vraiment important pour la franchise. C'est bien, t'es verre à moitié plein plutôt que verre à moitié vide, toi. Bah ouais. Enfin, en fait, je trouve que... Tu vois, la saison dernière en play-off, on a souvent trouvé que cette équipe de Boston, elle était trop en dilettante, qu'il y avait un talent et un potentiel absolument évident, très au-dessus de la moyenne même, mais une forme de difficulté à se lâcher, à être à 200% du début à la fin d'un match. Et ça, pour moi, ça correspond parfaitement à la mentalité d'un mec comme Marcus Smart. Et je trouve qu'en fait, cet été, ils ont fait un choix clair sur l'identité de l'équipe, en ajoutant encore du talent autour de Tatum et Brown, mais du coup, en faisant une croix sur Smart, qui pour moi incarnait vraiment des valeurs hyper importantes pour la franchise et pour cette équipe. Et du coup, je suis assez intrigué de savoir comment ça va se passer, parce que moi, je vais être très franc, je trouve que cette équipe, elle doit se faire pardonner. Alors dit comme ça, on peut avoir l'impression qu'ils ont fait des horribles playoffs la saison dernière, et c'est pas du tout le cas en soi. Hein. Ils ont été en finale de conférence, Game 7 contre Miami. Milwaukee, par exemple, dont on parlait juste avant, aurait rêvé de faire un tel parcours.
Mais n'empêche qu'on peut pas non plus oublier l'impression d'ensemble qu'on a eue la saison dernière en regardant jouer les Celtics. C'était quand même très rarement convaincant. Au regard du talent dont ils disposaient, on n'a jamais été, entre guillemets, satisfait. On a eu beaucoup de doutes sur le coaching staff également. Donc voilà, c'est vrai que moi j'ai eu envie d'en parler parce que je vais les regarder de très près pour ça. T'as évoqué le dossier Brogdon. On sait que donc Boston a voulu le trader au début de l'été. On sait aussi qu'il a eu un souci au coude, qu'il a joué blessé en play-off la saison dernière, qu'il aurait pu se faire opérer, ce qui a priori était plutôt ce que voulait la franchise, mais qu'il ne l'a finalement pas fait. Brogdon, il a passé un été mutique, on l'a pas entendu du tout, il a pas dit un mot dans la presse, on sait absolument pas quel est son état d'esprit, on a lu des déclarations d'insiders disant qu'il avait extrêmement mal vécu la situation, mais en même temps, j'ai un peu envie de lui dire, quand on joue pour les Celtics, tu peux pas être surpris en fait de te retrouver du jour au lendemain dans des histoires de trade, c'est comme ça que ça fonctionne, d'autant plus dans cette franchise-là. Donc écoute, on va voir. Moi je suis pas convaincu que Brogdon fasse toute la saison là-bas, honnêtement, en fonction de la situation, des opportunités de marché, de l'état de sa relation avec la franchise. On a lu que Boston faisait partie des équipes qui pouvaient être intéressées par Jrue Holiday. Donc à voir. T'as aussi mentionné le départ de Grant Williams. Pour moi, lui aussi, dans le hustle, il pouvait avoir de l'importance, mais on a vu lors des playoffs de la saison dernière que Mazzulla ne lui faisait pas une grosse confiance. Il a très nettement moins joué que sous Ime Udoka. Bon, écoute, voilà, comment ça va se passer sur les lignes arrière? Peyton Pritchard va avoir un rôle plus important. Lui aussi, c'était quand même pas mal plaint la saison dernière de son manque de temps de jeu. Il avait même demandé à être tradé pour avoir plus de minutes ailleurs. Est-ce qu'il va être capable de saisir sa chance? C'est un plutôt bon shooter. Mais il a quand même un très gros problème de taille, en défense notamment. C'est pas du genre à se cacher, mais il souffre vraiment de son manque de taille. Bref, voilà, moi j'ai vraiment hâte de voir comment cette équipe va se comporter. En fait, plus que les résultats, je vais voir son comportement, parce que en saison régulière, je me fais pas le moindre souci, il y a tellement de talent que c'est évident qu'en saison régulière, ils vont tout à fait tirer leur épingle du jeu. Pour moi, la question, c'est vraiment comment est-ce qu'ils vont réagir quand ils vont se faire rentrer dedans en play-off. Quelle sera l'attitude de ces joueurs? Qui sera le mec qui va prendre la relève de Marcus Smart quand il faudra se taper sur la poitrine, crier un bon coup et dire à ses coéquipiers que c'est bien mignon de marquer à 3 points, mais à un moment, faut répondre aux défis physiques. Voilà, moi aujourd'hui, en regardant l'effectif de Boston, j'ai pas la réponse à cette question. Je sais pas qui va être ce leader-là, et pour moi, c'est extrêmement important. Moi, tu sais ce que j'en pense de tout ça. Je trouve que le dégager Marcus Smart et Grant Williams, qui étaient deux pièces maîtresses du système défensif mis en place par Ime Udoka, Ah ouais. quand il était coach à Boston, ils sont allés en finale NBA. Et pour moi, c'est ce qui était déterminant dans ce parcours de Boston. L'an dernier, tu as raison, dilettante, tout ça, mais c'était principalement dû au fait que Joe Mazzulla a une philosophie de jeu totalement différente, beaucoup plus tournée sur le tir extérieur. Et voilà, le faire venir Porzingis, ça rentre dans cette logique-là. Maintenant, voilà, moi j'ai peur clairement je comprends le pari, je comprends c'est cool de prendre un risque, de se dire allez, vas-y, on change un peu de notre fusil d'épaule et on va essayer autre chose, on va essayer de contourner un petit peu les problèmes pour proposer autre chose et peut-être jouer l'effet de surprise aussi auprès de nos adversaires. Maintenant, voilà, t'as Porzingis et Robert Williams qui sont quand même deux joueurs qui sont souvent, voire très souvent blessés. C'est clair. Et Porzingis, pas qu'un peu. Tu parlais j'ai hâte de voir la réaction de cette équipe en play-off. Mais Porzingis, mais pareil, j'ai hâte de voir ce que ça va donner si jamais il joue en play-off. À quoi ça va ressembler? Le moment où on va lui rentrer dans l'art et qu'il va falloir qu'il ait du répondant et je pense il peut avoir les bonnes réactions et la bonne attitude, surtout quand tu es entouré de Jason Tatum et de Jaylen Brown. Ça inspire la confiance, tout ça. Mais je sais pas. J'ai quand même beaucoup de doutes et Joe Mazzulla, sa philosophie de jeu, je suis pas certain que c'est ce qui va permettre à cette équipe d'aller au bout, quoi. Et pour moi, la seule façon dont Boston parvient à s'en sortir, comme tu dis, hein, que ce soit les Bucks ou les Celtics, que ces deux équipes-là réalisent une très bonne saison régulière, pour moi, c'est acquis. C'est en play-off. Qu'est-ce que vous faites en play-off? Comment est-ce que tu as vraiment bâti
est-ce que tu arriveras à bâtir l'équipe, le collectif qui te permettra d'aller au bout? Oui, mais tu vois, de ce point de vue-là, je suis moins inquiet pour Milwaukee par exemple, tu vois, la saison dernière, il me semble que c'est en demi-finale que t'as un match où Tatum, pendant 3/4 temps, ne met pas un panier dedans. Il est genre à Mhm. 0 sur 7 à longue distance. Il loupe sur ses 15 premiers shoots. Il doit en louper, je sais pas, 12 ou 13. C'est une catastrophe. Et dans ces moments-là, à Boston, des joueurs comme Marcus Smart avaient une réelle importance. Tout à D'abord parce fait. qu'ils étaient capables ponctuellement de sanctionner à 3 points. Enfin, même plus que ponctuellement, ils étaient capables de sanctionner à 3 points. Ils étaient extrêmement importants pour faire en sorte que le groupe ne lâche pas, pour faire en sorte que les siens restent au contact, parce que tu y crois toujours, parce que tu as un mec qui lead le collectif, en fait, tu Bah, vois. c'est des joueurs qui sont capables de transcender le plan de jeu Exactement. et d'imposer autre chose à leurs coéquipiers sur le terrain, de dire allez vas-y, ça marche pas, on fonce, on va faire ça, et ça va se passer. Oui, et puis il va aller Et tout faire d'un coup, ça prend forme, quoi. la faute qui réveille, Voilà. l'interception qui inspire. Enfin, tu vois, il va s'arracher, il va finir en tribune pour aller sauver un ballon. Tu vois, tous ses coéquipiers voient ça, ça motive aujourd'hui. Qui à Boston va faire ça? C'est impossible pour moi de le savoir. L'autre intérêt pour moi de suivre les Celtics cette saison, parce que ça reste une des plus grosses, pour moi, un des plus gros nœuds du côté de Boston, c'est l'évolution qui se poursuit de Tatum et de Jaylen Brown. Ils Ah sont bah oui. extrêmement forts, mais Jaylen Brown, par exemple, si demain il débute la saison avec un handle, une maîtrise du ballon dans les dribbles, dans ses pénétrations, dans la création, s'il passe un palier à ce niveau-là, tout comme Tatum, si ces deux joueurs-là ont bossé là-dessus et passent ce palier-là, parce que je doute pas un seul instant qu'ils bossent là-dessus comme des acharnés. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais le jour où ils arriveront à maîtriser le truc au point de vraiment de passer un palier en termes de compétences, euh, là, ça va être très très bon pour Boston, quoi. C'est beaucoup de ça dont ils ont besoin, j'ai l'impression aussi Boston, quoi. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Au-delà de la défense et tout ça. Oui, Donc, ça peut débloquer beaucoup de choses, ça, effectivement. Tatum et Brown, j'en doute pas une seconde, ont encore un palier à franchir. Et le jour où ça va arriver, j'ai hâte de voir ça. Personnellement. Donc voilà, on va passer aux Pacers. C'est également un de tes choix, les Pacers. Pacers, on sait à qui on a affaire. Tyrese Haliburton, hein, la pépite à la Ah oui, le main. chouchou. Voilà, ils ont récupéré Bruce Brown pendant l'intersaison. Il y a toujours Miles Turner qui est là. Information très importante qui vient de sortir il y a pas longtemps. Buddy Hield et l'équipe n'ont pas réussi à s'entendre sur une extension de contrat. Et aujourd'hui, il y a un transfert qui est en train d'être travaillé du côté d'Indiana pour Buddy Hield. Donc ça pose beaucoup de questions parce que vont faire les Pacers avec Buddy Hield? Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Qu'est-ce qu'ils vont essayer de récupérer? Ça va être très intéressant. Ils ont également fait venir Obi Toppin de New York. Cette équipe, il y a moyen que ça soit un bon délire sur le terrain, Charlie. Ah bah de toute façon avec Haliburton à la main, hein, pour moi c'est clair. Enfin moi c'est la raison numéro 1 évidemment de choisir cette équipe. J'adore voir jouer ce mec-là. Je trouve que Ouais. c'est un meneur vraiment exceptionnel. Haliburton, Obi Toppin et Bruce Brown sur le terrain, c'est Ah des mais joueurs qui même sont fun, quoi. ah C'est mais même vraiment. Mathurin, Même Mathurin, ouais même effectivement. Ouais. non non moi c'est enfin voilà en plus c'est une équipe qui monte en puissance. Alors certes ils ont Complètement. raté le play-in la saison dernière en terminant 11e à l'est à 5 victoires des Bulls il me semble, mais comme l'a fait remarquer Carlisle en conférence de presse il y a quelques jours, Haliburton a eu quelques pépins physiques, il a loupé, il me semble, pas loin d'une vingtaine de matchs dans la saison, et je suis persuadé qu'ils auraient pu prétendre à participer au play-in s'il avait été plus là, plus présent. Au global, sur la saison, quand il est absent, il me semble que les Pacers ont un bilan absolument dégueulasse, c'est vraiment, vraiment horrible, ce qui en dit long sur son influence sur le jeu de son équipe. Quand il est présent, le bilan par contre est positif. C'est un des chantiers de Carlisle, c'est aussi de rendre cette équipe moins dépendante de son meneur titulaire, ce qui va pas être facile parce qu'il n'y a pas d'autres gros créateurs dans l'effectif. Mais voilà, il y a encore du temps, cette équipe-là, elle est jeune, il y a des joueurs dont moi j'ai hâte de voir la progression, Mathurin, Nembhard, quel apport Bruce Brown va pu avoir.
L'arrivée d'Obi Toppin, ça m'intrigue aussi parce que sa cote est clairement pas au plus haut, ce qui a permis à Indiana de le récupérer seulement contre deux choix de second tour. Donc, bon, il a du talent, il va apporter à l'intérieur, on verra quel sera son rôle. Ça va aussi évidemment dépendre du rookie Walker qui a été drafté. Jarvis Walker, ouais. Voilà, dont on a parlé avec envergure dans le précédent podcast. Donc voilà, j'ai hâte de voir la saison de Miles Turner aussi, parce que c'est la première fois en fait depuis des années que Miles Turner il passe un été apaisé, tu vois. Incroyable. C'est fou, hein, d'habitude. C'est clair, on n'était pas habitué à ne pas l'entendre, à entendre son nom dans toutes les rumeurs. Mais oui, je pense que pour la première fois depuis des années, quand il se réveille le matin, il regarde pas son téléphone en se demandant dans quelle équipe il va jouer, quoi. Donc ouais, et d'ailleurs il en a parlé lui, hein. Il l'a évoqué en août, il a dit que mentalement ça lui faisait un bien fou. Bon, évidemment, il y a le dossier Buddy Hield que tu as évoqué, ça parle d'un éventuel trade avec Dallas, ça parle aussi de Philadelphie. On va voir, on va voir ce que les Pacers peuvent récupérer en échange. Ils veulent pas de Tim Hardaway Jr. en tout cas, ça c'est clair. Donc ils veulent de James Harden ou pas? Je suis pas sûr. Pardon, c'était une blague. On va pas parler de James Harden d'aujourd'hui, pas aujourd'hui. En tout cas, moi je trouve qu'ils ont la bonne attitude sur ce dossier. Ils ont dit qu'ils étaient tout à fait prêts à prendre leur temps et même à le garder dans l'effectif s'il n'y avait pas d'offres satisfaisantes. Et je le comprends, hein. Aujourd'hui, Indiana, ils visent ouvertement les playoffs. Ils veulent pas faire n'importe quoi avec un joueur qui, on peut penser ce qu'on veut de lui, c'est un des meilleurs shooters extérieurs de la ligue. Il tourne à 40% à 3 points en carrière. Donc ouais, moi je vais suivre de très près cette équipe d'Indiana parce que je pense qu'elle va à nouveau produire un jeu très attrayant, très axé sur l'attaque, avec un meneur, Haliburton, qui, il faut le rappeler, n'a que 23 ans, il a une marge de progression qui est encore énorme, mais c'est déjà un des tout meilleurs passeurs de la ligue. La saison dernière, Haliburton, c'est 20 points, 10 passes, 40% à 3 points. Enfin, non, 40% à 3 points sur toute sa carrière, tout son début de carrière d'ailleurs. Une vraie intelligence de jeu, c'est un showman et tout. Enfin, vraiment, si vous aimez le basket, ne passez pas à côté du début de carrière de Tyrese Haliburton parce que c'est un bonheur à voir. Il l'a encore prouvé pendant la Coupe du Monde. Bah ouais. Vrai. Donc effectivement, le Pacers, je crois qu'on l'avait déjà sorti la saison dernière. Oui, la saison dernière, j'étais tout à fait déjà sur les Pacers, ouais. T'es un fan des Pacers en fait. Bah ouais, je trouve que leur reconstruction est hyper intéressante. Ouais, c'est vrai. On va parler du Thunder. Thunder, pareil, équipe jeune, excitante, avec un meneur de jeu qui a éclaboussé de tout son talent la Coupe du Monde FIBA, Shai Gilgeous-Alexander. Et je voulais parler du Thunder, ça c'est mon choix à moi, parce que je trouve que cette équipe est rendue à un moment de sa carrière, de son évolution, de sa construction, ce que Sam Presti tente de faire depuis tant d'années maintenant. En tout cas, ça me semble durer longtemps, mais peut-être pas tant que ça. Bref, j'ai l'impression qu'on a vraiment une équipe du Thunder qui est... Alors, malheureusement pour eux, ils sont dans une conférence Ouest qui est ultra compétitive, clairement. Ouais. Et ça les aide pas. Ils ont quand même fait le play-in l'an dernier. J'ai une absolue confiance dans dans le génie stratégique de Mark Deno, le coach. Shai Gilgeous-Alexander, le gars, il était first NBA All-Team. Je pense qu'il n'y a plus rien à prouver aujourd'hui et que c'est clairement le franchise player de cette équipe sans aucune discussion possible. Josh Giddey, je me pose la question de savoir est-ce qu'il va encore progresser, il doit progresser. Quel genre de progression il est encore capable d'avoir. Jalen Williams, magnifique rookie l'an dernier, pareil. Et puis bien évidemment, enfin, j'espère, on va pouvoir voir Chet Holmgren faire ses débuts en NBA. Et je t'avoue que sa présence dans le 5 majeur, sa présence dans la raquette du Thunder, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir à quel point ça peut influencer cette équipe. Ah, ça peut changer beaucoup de choses. Et est-ce que ça peut vraiment l'installer sans discussion dans le top 8 de la conférence Ouest ou pas? En tout cas, il y a quand même un truc qu'il faut préciser, c'est que quand tu m'as envoyé les sujets de la semaine, il y avait une forme d'unanimité entre toi et moi pour que le Thunder soit présent dans les équipes. Et ça, c'est quand même... Enfin, c'est fou, quoi, de se dire ça, alors qu'on parle cette année encore, ils vont être l'effectif le plus jeune de la ligue, mais la montée en puissance de cette équipe, elle est tellement évidente quand on suit la trajectoire du Thunder depuis quelques mois, c'est hallucinant, en fait. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, c'est une évidence que ça fait partie des équipes frissons.
c'est une évidence qu'il y a un potentiel et un talent qui est exceptionnel. Il y a, il y a trop d'éléments. T'as parlé du fait qu'ils avaient accroché une place au play-in. Ils ont même passé un tour dans le play-in puisqu'ils ont battu les Pels. Tout à fait. Bon, voilà, la saison de Shai Gilgeous-Alexander l'année dernière, qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Plus de 31 points, 5 rebonds, 5 passes. Bon, bah, c'est évident qu'on a envie de voir ce Un mec-là en patron sur playoff. le terrain. Un patron Ouais, sur le terrain. Au-delà des stats, je veux dire, il s'impose comme comme un joueur mais exceptionnel de cette ligue, incontournable. quoi. Ah, mais C'est incontournable. incroyable, Mais bien sûr, et le c'est talent de évident. ce type. On a envie de voir ce mec-là en playoff. Il a déjà goûté aux playoffs en 2019 et 2020. Là, on a envie de voir le joueur qu'il est devenu se produire sur la plus grande scène. Donc, bon, ils ont misé sur la continuité par rapport à la saison dernière, et c'est logique, vu le potentiel de l'effectif. Alors, il y a Davis Bertans qui est arrivé. Bon, à voir si Daigneault peut trouver les clés pour le relancer et lui permettre de retrouver l'adresse extérieure qui était la sienne il y a quelques années, ce qui ferait du Surfer bien. sur la vibe de la Lettonie. Ouais, et ça ferait un bien fou à cette équipe. Hein. Cette équipe, elle a quand même besoin d'adresse à 3 points. Ça fait d'ailleurs aussi partie des axes de progression d'un joueur comme Guidi. Dans le même temps, il y a Tout à fait. Oladipo aussi qui est arrivé. Alors, bon, lui aussi, il Voilà, faut le qui devrait relancer. être coupé apparemment. Ah ouais, d'accord. Bah, Ah ouais, il va être coupé apparemment parce c'est que compréhensible de toute façon. C'est il, compliqué la carrière de Oladipo. ouais, apparemment ça va être compliqué. C'est Sam Presti a expliqué que autant il adore Oladipo, autant ça va être difficile de le garder, étant donné que il arrivera jamais. J'ai l'impression qu'il arrivera jamais à retrouver la santé comme il faut, quoi. C'est Bah, fou. Et tu c'est penses. clair. On parlait des Pacers tout de suite. Quand tu vois, c'est la saison qu'il avait fait aux Pacers où il avait explosé au grand jour. Il était devenu All-Star d'ailleurs, ou je sais plus, mais bref, incroyable. Et puis, depuis, c'est la descente aux enfers Et pourtant, incessante. et en fait, ce qui est inquiétant avec Oladipo, c'est le passage par Miami. C'est-à-dire que Miami, c'est quand même un staff médical assez remarquable en termes. Enfin, il y a assez peu d'équipes qui sont aussi douées pour remettre en selle des joueurs. S'ils n'ont pas réussi avec Oladipo, c'est assez inquiétant. Mais bon, écoute, il y a Micic aussi qui est arrivé. Micic aussi qui est arrivé. J'en ai fait un podcast avec Lucas de The Upset Media, parce que Micic, c'est un ancien MVP de l'Euroleague quand même. Ah, tout à fait, ouais. C'est pas le dernier européen venu. Non. Donc voilà, il y a 2 joueurs français, Ousmane Dieng et Olivier Sarr dans cette équipe. Ouais, Ousmane Dieng. Voilà, pour ceux qui veulent suivre des franchises en NBA, il y a ça. Et Dieng qui a montré des choses par séquence la saison dernière. Maintenant, Complètement. il a besoin de trouver plus de continuité, plus de régularité, mais ouais, non, cet effectif, il est hyper intéressant. Hein. Jalen Williams, que j'ai adoré. Alors, ne pas confondre avec Jalen Williams. Ils ont 2 joueurs voilà. Il y a Jalen Williams, c'est une espèce d'ailier arrière, homme à tout faire. Voilà. Et t'as Jalen Williams qui est un pivot assez massif, mais pas maladroit. Et voilà. Avec des dreads. Je sais pas s'il a encore ses dreads, mais hâte de voir cette équipe évoluer sur le terrain parce que C'est clair. franchement, avec ce que Presti a dans sa musette là, tous les pics de draft qu'il a. Presti demain, si cette équipe commence à prendre forme, s'il arrive à dégager une hiérarchie claire avec en numéro 1 Shai Gilgeous-Alexander, ça me semble évident. Je pense très sincèrement que Presti a les moyens, c'est même pas je pense, il a les moyens, c'est factuellement vrai, il a les moyens de faire n'importe quel deal quasiment avec des équipes qui voudraient transférer leurs joueurs et partir sur une reconstruction, je ne sais quoi. Il a tellement de pics de draft dans tous les sens, Presti, que Ouais, et puis de jeunes il a, intéressants. voilà, enfin, Non, mais il a un package de négociations qu'aucune équipe de la NBA peut venir défier, quoi. Ah, mais c'est clair, c'est-à-dire que si demain, une superstar de la ligue, prenons, Et sur le marché, voilà, mais prenons un mec comme Embiid. Embiid finit par péter un plomb à cause de la situation à Philly et se met sur le marché, et OKC le veut, mais il n'y a pas grand monde en NBA qui peut proposer mieux à Philadelphie que, quoi. le Donc, seul problème sera de se retrouver face à des situations comme celle de Lillard, où le joueur dit « je veux être transféré là, là ou là, tout le reste, c'est niette, quoi ». et oui, mais bon, après, écoute, le cas Lillard nous montre que ça ne marche pas toujours, quoi. Donc peut-être que ça va faire réfléchir certains joueurs.
Tout à fait. Mais bon, écoute, en tout cas, ouais, OKC, hyper intéressant. Et vraiment, j'insiste, on parle de la plus jeune équipe de la ligue et pourtant, on se projette sur des playoffs pour eux. Enfin, il faut se rendre compte de l'exploit hallucinant que c'est. Les autres équipes les plus jeunes de la ligue, c'est les Rockets, c'est les Magic, enfin c'est le Magic, c'est des équipes comme ça, c'est pas du tout des équipes qu'on imagine en playoff, quoi. Tout à fait. Ce que fait le Thunder depuis quelques mois, c'est absolument remarquable, et en plus de ça, c'est une équipe qui est hyper cool à regarder jouer. Sur les dernières 10 minutes, j'aimerais qu'on parle des Wolves de Minnesota. Je sais, je parle beaucoup de cette équipe, mais je crois foncièrement que cette équipe vaut beaucoup mieux que ce qu'elle a pu montrer l'an dernier. Je tiens à signaler que l'an dernier, Karl Anthony Towns se blesse au mois de novembre et ne revient qu'en fin de saison. Donc ça a complètement annihilé tout le travail pour créer son duo avec Rudy Gobert dans la raquette, pour créer des automatismes avec le reste de l'effectif. Cependant, ils n'ont pas chômé entre-temps. Anthony Edwards a bien confirmé que s'il y avait un mec à qui il fallait filer les clés du camion, c'est lui. Jaden McDaniel s'est imposé comme un des meilleurs défenseurs de toute la ligue et un joueur qui continue d'évoluer dans le bon sens parce qu'offensivement, il est également très très prometteur. Je veux croire que Rudy Gobert et Karl Anthony Towns peuvent montrer de belles choses dans la raquette et j'en tiens pour preuve que le premier tour face aux Nuggets a été très encourageant, Stéphane des Wolves, et on aurait tort de mettre trop d'espoir là-dedans parce que c'est une nouvelle saison qui commence et c'est des nouvelles dynamiques et voilà, faut pas non plus trop lire de choses là-dedans. On va pas mettre tous nos espoirs sur cette seule série de playoffs, mais je pense qu'il y a un vrai potentiel du côté de Minnesota. Et tout le monde continue de ricaner sur le deal qui a fait venir Rudy Gobert à Minnesota. C'est clair. Mais je pense vraiment que cette équipe peut faire beaucoup de mal à de nombreuses équipes dans la conférence Ouest. Ouais, moi, je suis pas convaincu, je t'avoue. Hein, mais, je sais que t'es pas convaincu. Mais je ne demande qu'à être convaincu. Je serais ravi que ça fonctionne. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je vais beaucoup regarder cette équipe, ne serait-ce que pour Anthony Edwards. Parce que bah, c'est le nouveau patron de la franchise, même s'il est assez diplomate pour dire en interview que non, il n'y a pas un seul patron, que en NBA on ne gagne pas tout seul, que Karl Anthony Towns aussi, blablabla. Bla, bla, bla. Cette équipe, ça doit être la sienne. Il l'a montré. Bah, tu parlais du premier tour de playoff contre Denver. Il a été énorme dedans, avec notamment, je crois, c'est le match 4 où il est un monstre, où il arrache le match quasiment à lui tout seul. Bon, voilà, il a montré qu'il avait d'ores et déjà le niveau pour être franchise player. Il a signé le contrat d'un franchise player, très clairement. Donc voilà, Tim Connelly n'arrête pas, donc le président, je crois, c'est le président Tim Connelly, n'arrête pas de s'exprimer à son sujet. Il a que des compliments à la bouche, il est dithyrambique, son comportement, son éthique de travail, son implication collective, bref, tout y passe. Bref, les attentes sont énormes autour de lui. Il a un supporting cast qui est, mine de rien, assez intéressant, même si évidemment il faudra attendre de voir comment ça se passe avec Karl Anthony Towns, l'association Towns-Gobert. Bon voilà, en tout cas, c'est intriguant, c'est cool. Je pense que la présence de Conley à la main est hyper importante. Il est tellement expérimenté, il est extrêmement propre, il fluidifie l'attaque. On a vu tout le bien qu'il a fait au jeu de cette équipe dès qu'il est arrivé, je crois que c'était en février dernier, à la place de D'Angelo Russell, qui a également des qualités, mais qui sont des qualités très différentes, et je trouve que Conley colle beaucoup mieux aux besoins de cette équipe-là. Donc voilà, je trouve qu'il y a du matériel dans cet effectif, mais que c'est pas un effectif qui est facile à faire fonctionner. Voilà, ils ont 8-10 joueurs qui sont quand même très solides. Oui. À l'intérieur, dans le 5, t'as Karl Anthony Towns et Rudy Gobert. Derrière, t'as Naz Reid. Oui. S'il retrouve son niveau après sa blessure et qu'il affiche exactement le même niveau qu'il avait l'an dernier, parfait. Très bonne signature d'ailleurs de faire revenir Naz Reid. C'est clair. Anthony Edwards et Jaden McDaniel sur les lignes arrière avec Mike Conley. Mon gars, mais
bonne chance pour attaquer le périmètre du côté de Minnesota. Et dans la raquette, c'est Rudy Gobert qui t'attend. Sur le banc, derrière les lignes arrière, tu as Nickel Alexander-Walker, qui est plutôt pas mal. Ouais, il a montré des choses super intéressantes défensivement. Et ils ont fait venir Shake Milton de Philadelphie. Il y a également le retour de Jordan McLaughlin, qui, je le rappelle, avait fait une excellente saison avant de se blesser au mollet. Donc, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on sous-estime la profondeur de cet effectif et la complémentarité des joueurs. Je sais, on parle de Minnesota et Minnesota a malheureusement toujours j'ai oublié de dire Kyle Anderson. Il y a Kyle Anderson aussi dans cette équipe. Oulala, joueur à tout faire, le couteau suisse, parfait pour faire jouer ses coéquipiers, toujours. Enfin, c'est le mec, c'est le gars qui permet de graisser la machine. Je veux dire, cette équipe est vraiment armée pour moi. Tu sais que j'accorde beaucoup d'importance à ça. Elle est armée pour affronter tout type d'équipe. Oui. Tout profil d'équipe, ils peuvent leur poser des problèmes. Oui, mais c'est pas l'effectif le plus facile à faire fonctionner, tu vois. C'est tout con, mais ne serait-ce que la raquette Towns-Gobert, c'est quand même... Certes, sur le papier, c'est quand même très complémentaire, mais n'empêche que les deux joueurs ont des spécificités qui font que il va bien falloir bosser les systèmes, il va bien falloir réfléchir à comment utiliser chaque joueur en fonction de chaque adversaire. Moi, cette raquette m'a jamais convaincu, c'est clair. Maintenant, cette saison, il faut vraiment qu'il nous montre des choses, parce que tu l'as dit, Towns a vécu une saison dernière compliquée avec les blessures, une série de playoffs assez moyenne, mais bon, ok, il avait repris récemment, c'était compliqué. Gobert, il a pas passé un très bon été, on va pas revenir sur l'été de l'équipe de France, parce qu'on a assez souffert comme ça. Bon, beaucoup ont douté de la pertinence de leur association. Cette saison, il faut vraiment qu'ils montrent que la franchise a eu raison d'y croire. En tout cas, en cas d'échec cette saison, si cette raquette elle marche pas cette année, c'est clair que la franchise devra trouver une issue pour au moins un des deux joueurs, et je suis pas sûr que ça sera très simple. Bon, écoute, on va voir. En tout cas, l'objectif aujourd'hui pour les Wolves, c'est de continuer à progresser, et en fait, continuer à progresser, et aujourd'hui, ça passe par le fait d'enchaîner une 3e campagne de play-off. Mais c'est pas facile, parce qu'il y a des équipes vraiment bien en place à l'Ouest, il y en a d'autres qui montrent en puissance, à commencer par OKC qu'on a mentionné juste avant. Écoute, on va voir. En tout cas, il faut espérer une très grosse saison d'Anthony Edwards et que Karl Anthony Towns soit préservé des blessures, quoi. Ouais, complètement. Il y a ça. Mike Conley aussi. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un mix entre jeunesse et vétérans dans cette équipe qui est à la fois intéressant et à la fois, tu te dis, bon, sur quelle timeline se trouvent les Wolves aujourd'hui? Bon, je pense qu'ils sont clairement sur la timeline Jaden McDaniels, Anthony Edwards. Et d'ailleurs, Jaden McDaniels est en négociation actuellement avec le front office. Donc, affaire à suivre en priorité du côté des Wolves, c'est bien cette question-là. Parce que ça va nous en apprendre beaucoup sur les ambitions du club, sur ce qu'ils veulent prioriser ou pas désormais, quoi. Et ouais. J'ai franchement hâte de voir ce que ça va être. Maintenant, je pense que les Wolves méritent qu'on leur donne leur chance cette saison. Si la santé, s'ils sont épargnés par les blessures, je pense vraiment que ça peut être une des surprises de la saison. Oui, et puis vraiment, attention à la saison d'Anthony Edwards, hein, parce que ce mec-là a le potentiel pour devenir une des énormes superstars de cette ligue, vraiment. Oui, complètement, ouais. À quel point on veut le voir trop beau, trop tôt, je ne sais pas. Il a 22 ans, faut faire attention. À 22 ans, il est déjà quasiment à 25 points par match, avec des matchs de patron dans des moments compliqués. Ouais. Enfin, vraiment, son match 4 contre Denver, là, au premier tour des playoffs, c'est quelque chose. Hein. Ouais, mais c'est surtout, moi, sa dimension défensive. Enfin, je te dis, lui et Jaden McDaniels sur le périmètre, mais c'est un enfer absolu. Mais dans l'absolu, sa maturité sur le parquet, elle est évidente à Anthony Edwards. Donc, franchement, je sais pas. Il y a quelque chose. Tu vois, Karl Anthony Towns, c'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement, mais ça reste un joueur hyper talentueux. Je peux pas dire le contraire, c'est impossible. Ouais. Donc, après,
Ouais, je sais pas, est-ce que ça suffit vraiment? Tu vois, le talent. Mais j'en sais rien, ouais. Tu vois, Andrew Wiggins aussi, quand il était à Minnesota, son talent ne faisait pas le moindre doute, en fait. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, Andrew Wiggins, quand on en parle, c'est pas son talent qu'on met en avant tout, en fait. Tu vois, C'est pas la question, t'as raison, ouais. tu vois, c'est ça, en fait. C'est qu'effectivement, Karl Anthony Towns, il est de cette catégorie de joueurs dont le talent ne fait même pas le moindre doute. Celui qui doute du talent de Towns a un gros problème. Mais la question, elle est pas là. La question, elle est plus son niveau de motivation, sa capacité à bosser sur ses points faibles, sa capacité à sortir de sa zone de confort, à s'adapter à ses coéquipiers. Est-ce que Karl Anthony Towns, malgré tout son talent, par exemple, il est prêt à vraiment être un lieutenant? Parce que la vérité, c'est qu'il faut qu'il soit un lieutenant. Cette équipe, elle a besoin qu'il se mette au service d'Anthony Edwards. C'est une équipe qui m'intrigue clairement, en tout cas. Je Clairement, c'est vraiment une équipe que je vais suivre parce que je vois vraiment beaucoup de potentiel et voilà. Je pense que ça peut faire des choses. Merci Charlie de m'avoir accompagné. Mais écoute, merci à toi. C'était comme toujours un plaisir. Surtout ces podcasts-là où on prend nos petites équipes coup de cœur. C'est toujours un bon plaisir à faire. Ouais, et toi et moi, prochainement, on proposera les joueurs. On va se concentrer sur les joueurs, sur les individualités à suivre la saison prochaine. Un petit podcast sur Austin Reeves, quoi. Ouais, voilà. Donc voilà. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast nouvel épisode du podcast NBA Corner, pardon. On aura logiquement le réalisateur Marc Sauvourel pour parler du documentaire sur Wembanyama. Il nous racontera un petit peu comment ça s'est passé, sa relation avec Victor, comment il a vécu cette année à ses côtés, ce qu'il peut nous dire un petit peu sur le... voilà, est-ce que il y a des informations qui n'apparaissent pas dans ce documentaire dont on peut parler avec lui. Donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de tout ça. D'ici là, prenez soin de vous, passez un très bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.